Introduction. Le jour qui changea ma vie. J'avais à peine 25 ans lorsque je fis la connaissance d'un homme du nom de A.R.L. Shoaf. J'étais loin de me douter que cette rencontre allait changer le cours de mon existence. Jusqu'à ce jour, ma vie avait été tristement semblable à celle d'une vaste majorité de gens qui mènent une existence monotone parsemée de peu de succès et d'encore moins de bonheur. Pourtant, tout avait très bien commencé, j'avais grandi dans un milieu rempli d'amour et de chaleur au sein d'une petite collectivité agricole du sud-ouest de Idaho, à quelque part seulement des rives de la rivière Snake, et lorsque je décidai de quitter le foyer familial pour voler de mes propres ailes, je le fis avec la ferme conviction que tout un monde m'attendait et que je n'aurais qu'à prendre ma part du gâteau. Toutefois, les choses ne se passèrent pas tout à fait comme je l'avais prévu. Après l'école secondaire, je entrai sans tarder à l'université pour en ressortir un AN+9. Tard est-on parvenu à la conclusion que mes connaissances étaient amplement suffisantes et que je n'avais donc plus à étudier. Ce fut là une erreur monumentale, une erreur parmi tant d'autres que je commis dans mon jeune âge. Mais j'avais hâte de commencer à travailler et de gagner de l'argent, persuadé que j'étais que je n'aurais aucune difficulté à me trouver un emploi, et en effet l'embauche ne manquait pas or. Il me restait encore à apprendre qu'il y avait une différence notable entre les simples faits de gagner son pain quotidien et celui de bâtir sa vie. Peu de temps après, je mariai et comme tout bon mari je fis nombre de promesses à ma femme sur tout ce qui nous attendait dans un avenir que je savais proche. Après tout, j'étais ambitieux, je voulais vraiment réussir et je travaillais fort, le succès m'était assuré. Du moins, c'est ce que je croyais. À 25 ans, je travaillais depuis 6 ans déjà. Lorsque je décidai de faire le bilan de mes progrès, j'avais la nette impression que mes affaires n'allaient pas très bien. Mon chèque de paie ne s'élevait en tout qu'à $57. J'étais en retard sur mes promesses et encore plus en retard sur les règlements de factures éparpillés sur notre table de cuisine un peu boiteuse. J'étais déjà père de famille et me sentais écrasé un peu plus chaque jour par les responsabilités. Par ailleurs, je constatais que petit à petit je m'étais fait à l'idée d'accepter mon triste sort. Je réalisais, dans une minute de vérité, que plutôt que me progresse financièrement, je le régressais de jour en jour. Il me fallait trouver un moyen de m'en sortir, mais comment? 10. J'en vins à la conclusion qu'il ne suffisait peut-être pas de travailler fort. Ce fut pour moi une découverte bouleversante, car j'avais été élevé dans la croyance que ceux qui travaillent à la sueur de leur front sont toujours récompensés en conséquence. C'était clair comme de l'eau de roche. Avec le sueur de mon front, je me retrouvais à 60 ans comme tant d'autres, sans le sou et dans le besoin. Cette pensée me terrifia, je ne pouvais affronter un tel avenir, pas ici dans le pays le plus riche au monde. J'avais quand même en tête plus de questions que de réponses. Que faire? Et comment changer ma destinée? J'envisageais un retour aux études, car une seule année d'université ne faisait pas très bonne figure sur un curriculum vitae, mais avec une famille à nourrir, retourner aux études me paraissait une solution peu réaliste. Ensuite, je soignais à me lancer en affaires, voilà qui était un choix attirant, mais naturellement je n'avais pas le capital nécessaire. Après tout, l'argent était l'un de mes problèmes le plus pressant. Il s'envolait toujours bien avant la fin de mois. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une telle situation? Un jour, je perdis $10, cela me bouleversa tellement que j'en fus malade pendant 2 semaines, vous vous rendez compte? Malade à cause d'un billet de $10. Un ami essaya de m'encourager. Écoute Jim, me dit-il, la personne qui a trouvé ton billet en avait peut-être bien besoin. 11. Croyez-moi, cela ne m'encouragea pas du tout. En ce qui me concernait, j'étais qui aurait dû trouver ce billet de $10, et non pas celui qui aurait de le perdre. Je dois admettre qu'à cette époque de ma vie je ne ressentais pas encore le besoin d'être généreux. J'en étais donc là à 25 ans. Puis un jour la chance me sourit.
pourquoi précisément à ce moment-là de ma vie? Pourquoi la chance se représente-t-elle ainsi? Je ne sais vraiment pas. Pourquoi moi? Cela demeurera toujours un mystère. De fait, ma chance fut de rencontrer un homme, une personne tout à fait spéciale de nom de A.R.L. Chouaf. Je le vis pour la première fois à un colloque sur la vente où il dirigeait un séminaire. Je ne pourrais vous répéter les paroles qui me captivèrent tant ce soir-là, mais je me rappelé m'être dit que j'aurais tout donné pour lui ressembler à la fin de séminaire. Il me fallut ressemble tout mon courage pour me présenter à lui, mais en dépit de ma maladresse, il dut déceler moi le désir de réussir. C'était un homme bon et généreux, qui me trouva sympathique, et quelques mois plus tard, il m'engageait pour travailler en sein de son entreprise de vente. Monsieur Chouaf m'a appris beaucoup de choses sur la vie durant les 5 années qui suivirent, années au cours desquelles il s'occupa de moi comme d'un fils. Il passait des heures à m'initier à sa philosophie de la vie que j'appelle maintenant les stratégies de prospérité. Bonjour monsieur, subitement à l'âge de 49 ans. 12. Après le deuil de mon mentor, je pris le temps d'évaluer l'impact que celui-ci avait eu sur ma vie. Je me rendis compte que ce qu'il m'avait légué de plus précieux n'était pas un emploi ni même la chance de passer d'un poste de vendeur stagiaire à celui de vice-président administratif de son entreprise, mais plutôt sa sagesse, sa philosophie de vie et ce principe fondamentaux de la réussite: comment s'enrichir, comment être heureux. Durant les quelques années qui suivirent, j'appliquerai la philosophie de Monsieur Chouaf à ma vie et j'ai réussi. En fait, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais l'aspect le plus gratifiant de toute cette expérience fut de partager ce principe avec mes associés et mes employés. Leur réaction en fut une d'enthousiasme et les résultats immédiats et mesurables. Cela dit, même si, en tout premier lieu, je me considérais d'abord homme d'affaires et non auteur-orateur, je me suis senti attiré par le défi et de communiquer à d'autres, simplement et directement, ces principes qui fut toute la différence dans le cheminement d'une vie. En lisant ce livre, imaginez-vous que vous êtes en train de magasiner, ne retirez que des idées qui s'appliquent à votre vie, car vous n'êtes pas tenu d'accepter tout ce qu'on vous y a proposé. Cependant, donnez-vous une chance, lisez les pages qui suivent en gardant l'esprit ouvert. C'est une chose vous semble sensée et c'est là, sinon laissez-la tomber. Rappelez-vous toujours qu'il vous faut apprendre en toutes circonstances et celle ne pas faire machinalement ce que font les autres. 13. 14. Chapitre 1. Les 5 mots-clés. Tous les concepts qui sont énoncés dans le présent ouvrage sont nés d'un groupe de mots-clés. Pour les comprendre et en tirer le maximum, il est important de s'entendre tout d'abord sur la signification de chacun de ces mots-clés. Les principes fondamentaux. Prenons le mot. Principe fondamental constitue donc le commencement, la base de la réalité dont le reste s'inspire. Ce serait se contredire que de parler d'un nouveau fondement, un peu comme si quelqu'un prétendait avoir fabriqué des antiquités neuves. On se méfierait, non. En fait, les principes fondamentaux n'ont pas d'époque, ils n'ont pas changé depuis le temps biblique et ils resteront les mêmes jusqu'à la fin des temps. Prenons donc le mot fondamental et appliquons-le au concept du succès si vous êtes à la recherche de succès. 15. Fondamental, le genre de succès qui est dur, qui repose sur des fondations solides. Laissez alors de côté les réponses excentriques et, croyez-moi, de nos jours, on nous propose beaucoup de réponses excentriques, surtout en Californie du Sud où je vis. En dépit des rumeurs de contraire, le succès est un processus très simple, elle ne tombe pas du ciel et n'est ni magique ni mystérieux. Le succès est simplement la conséquence logique de la mise en application constante des principes fondamentaux du succès dans notre vie. Et cela veut tout aussi bien pour le bonheur et la prospérité qui sont aussi les conséquences logiques de la mise en application des principes fondamentaux de bonheur et de l'argent à notre vie. Le secret réside donc dans le respect des principes fondamentaux. Les détails qui font toute la différence.
M. Shoaf, mon mentor, me dit un jour: Jim, certains menus détails font toute la différence. Certains détails peuvent faire toute la différence. Quelle pensée électrisante. Ainsi, qu'il s'agisse de santé, de prospérité, de réussite personnelle ou professionnelle, la différence entre triomphe du succès et l'amertume de la défaite dépend des efforts que l'on consacre à l'analyse et à la mise en application des détails importants. Par exemple, si un agriculteur veut s'assurer une récolte abondante à l'automne, les détails importants sur lesquels il doit se concentrer sont plutôt évidents. 16. Le sol, la semence, l'eau, le soleil, l'engrais et les soins. Or, ces éléments ayant tous la même importance, la récolte ne sera fructueuse qu'en présence de chacun de ceux-ci. Voici donc une question qu'il serait bon de se poser avant d'entreprendre de nouveaux projets ou de se fixer de nouveaux objectifs. Quels sont les détails importants qui sauraient faire toute la différence quant aux résultats? Qu'on entreprenne un projet en sculpture ou en musique, en mathématiques ou en physique, dans le sport ou les affaires, ce sont les détails fondamentaux qui comptent. La prospérité. Le second mot-clé à définir est la prospérité. Ce mot prête à confusion car on lui donne plusieurs sens et on le rattache souvent à des concepts différents. Nous avons toute une définition personnelle de la prospérité. Pour certains, prospère signifie posséder suffisamment d'argent pour vivre confortablement, pour d'autres c'est de ne pas être endetté et être libre de ses obligations, pour d'autres encore cela peut vouloir dire avoir la chance de croître et de s'épanouir. Il demeure toutefois que cette diversité d'opinions engendre la créativité qui elle nous procure un moyen unique d'atteindre à la prospérité. Pour la majorité des gens qui malheureusement ne pas réfléchir à la question, la prospérité est synonyme de millionnaire, un mot environ auquel on attribue le succès, la liberté, le pouvoir, l'influence, le plaisir, la chance et la générosité. En ce sens, c'est imaginer qu'on est millionnaire constitue certes un excellent exercice de visualisation. 17. On attribue non seulement une connotation pécuniaire au mot propriété, on peut aussi le rattacher à l'expérience, à l'amitié, à l'amour, à la famille ou même à une culture. Nous allons cependant, pour les besoins de la course, nous concentrer sur le genre de prospérité que même à l'indépendance financière, c'est-à-dire de cette prospérité qui résulte de la transmutation d'un effort assidu et d'un esprit entreprenant en espèces sonnantes et trébuchantes. Bien sûr, la somme d'argent qui fait qu'on se considère riche varie d'une personne à l'autre, cependant je sais que nous partageons tous les mêmes la désir au fond de notre être, se d'échapper aux pressions financières pour vivre de l'or dans un esprit de créative et de partage. Que représente la prospérité pour vous? Combien d'argent vous faudrait-il pour que vous vous sentiez financièrement indépendant? Ces questions sont très importantes car, plus vous connaîtrez avec précision vos besoins matériels, plus vous pourrez profiter des concepts exposés dans ce livre. Le bonheur. Le bonheur est une valeur universelle, il constitue cette joie qui accompagne habituellement nos actions positives. Cependant, le bonheur comme la propriété peut être interprété de plusieurs façons, souvent contradictoires. Le bonheur est à la fois la joie de la découverte et celle de la connaissance, il vient souvent à ceux qui 18. Savent apprécier les couleurs, le sens et l'harmonie de la vie, à ceux qui tracent soigneusement leur destinée pour alors vivre pleinement en fonction de ce qu'ils ont ordonné. Le bonheur réside dans notre habilité à percevoir les offrandes de la vie et à réagir à celles-ci dans la joie. On peut atteindre au bonheur en donnant et en recevant, en récoltant et en accordant. C'est de pouvoir savourer autant l'harmonie que la nourriture, autant les idées que le pain. Le bonheur vient à ceux qui sortent des sentiers battus pour élargir leurs horizons. Les gens heureux sont capables d'accepter la défaite sans pour autant perdre leur raison de vivre. Le bonheur appartient à ceux qui arrivent à contrôler les situations ainsi que leurs émotions.
Le bonheur, c'est être libre de cette peur qui engendre les soucis, le manque de confiance, l'envie, l'avidité, le ressentiment, les préjugés et la haine. Ceux qui connaissant le bonheur sont conscients de l'extraordinaire pouvoir positif de la vie et de l'amour. Le bonheur est plus qu'un simple sentiment. C'est aussi un monde de pensée qui nous permet de mettre de l'ordre dans nos sentiments, dans nos loisirs et dans notre style de vie. En fait, c'est une façon de voir le monde qui nous entoure. Le bonheur, c'est de savoir équilibrer ses valeurs. C'est de savoir apprécier les tâches journalières, même celles qui nous plaisent un peu moins mais que nous devons exécuter, bon gré mal gré. 19. Le bonheur, c'est une vie bien remplie dans laquelle on a su s'entourer de personnes stables et solides. Ce sont les expériences et les souvenirs qui deviennent une monnaie précieuse à investir. Le bonheur, c'est d'agir dans un but précis. C'est l'amour mis en pratique, c'est reconnaître et comprendre la réalité tout en s'émerveillant devant le mystérieux. Et pourtant, la majorité d'entre nous croyons que le bonheur est chose du passé, ou encore que c'est quelque chose qui nous arrivera dans un avenir lointain, je serai heureux dès que j'aurai. Rares sont ceux qui comprennent que le bonheur se vit à l'instant même, comme toute bonne chose, il est souvent difficile à cerner, mais il n'est pas insaisissable. Comment atteindre au bonheur ? En comprenant et en mettant en pratique un concept rarement associé au bonheur, celui de la discipline. La discipline. La discipline est véritablement l'un des éléments essentiels pour atteindre à la prospérité et au bonheur. Et pourtant, la plupart des gens vont d'emblée rejeter ce concept, qu'ils associent au maître d'école sévère brandissant une règle ou à un dur entraîneur militaire. Or, je vous rassure que le secret pour réaliser vos rêves et vos aspirations, c'est d'acquérir de la discipline. Surpris ? Passons donc quelques instants à définir ce qu'on entend par le mot discipline. La discipline est ce qui lie la pensée à la réalisation. Telle une corde, elle rattache l'une à l'autre l'inspiration et la réalisation, c'est la magie qui transforme un besoin. 20. Financier en un élément de création susceptible d'inspirer un chef-d'œuvre artistique. Ceux qui comprennent qu'il faut du vent au cerf-volant pour que celui-ci s'envole, qu'il faut aller de l'avant pour arriver à quelque chose, que de se laisser aller à la dérive n'entraîne que de l'amertume et du regret, ceux-là sauront bénéficier de la discipline. La discipline est à la base du succès, le manque de discipline mène tout droit à l'échec. Et pourtant, combien nombreux sont ceux qui ne font pas le lien entre le manque de discipline et l'échec ? La plupart des gens s'imaginent que la défaite est un événement d'envergure comme la faillite d'une entreprise ou la perte de sa maison pour défaut de paiement. L'échec a rarement une cause unique. C'est plutôt la conséquence d'une longue liste de petits échecs qui s'accumulent en raison d'un manque de discipline. On échoue chaque fois qu'on oublie que se dire « j'agis aujourd'hui même, je progresse, je m'efforce, j'apprends, je continue, aujourd'hui même ». Si aujourd'hui votre but était de rédiger 10 lettres et que vous n'en avez écrit que 3, vous êtes en retard de 7 lettres. Si aujourd'hui vous vous engagez à faire 5 appels et que vous n'en effectuez qu'un, vous êtes en retard de 4 appels. Si votre plan financier prévoit que vous mettiez $10 de côté et que vous n'en faites rien, il vous manque $10 aujourd'hui. Mais le plus grand danger vient de ce que l'on soit conscient d'avoir gaspillé une journée et de croire que cela ne nuit en rien à sa vie car ce n'est, après tout, 21. Qu'une journée de perdu, se dit-on. Mais additionner ces jours qui s'accumulent en années et ces années qui constituent une vie et peut-être comprendrez-vous enfin que ces petits échecs quotidiens peuvent facilement faire de votre vie une véritable désastre. Or,
pour réussir, faut emprunter le même chemin, mais en sens inverse. Si aujourd'hui vous avez l'intention de faire 10 appels et que vous en avez fait 15, j'ai dépassé votre objectif, vous êtes déjà en avance de 5 appels. Appliquez le même principe à votre correspondance et à vos épargnes, vous verrez que vos efforts seront récompensés durant l'année et éventuellement tout le long de votre vie. La discipline est un passe-partout, elle nous ouvre la porte à la prospérité et au bonheur, à la culture et au raffinement, par la confiance en soi et à la réussite, elle s'accompagne d'un sentiment de fierté, de satisfaction et de succès. Cela dit, comment acquérir la discipline nécessaire à une vie de succès? D'abord, soyez conscient de l'importance de la discipline enceinte de votre vie. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux accomplir au cours de ma vie? Que dois-je faire pour atteindre les objectifs? Ensuite, demandez-vous honnêtement, suis-je prêt à faire ce qu'il faut? Si vous répondez à cette question par l'affirmative, vous devez dès lors vous engager à respecter une discipline judicieuse et constante. Enfin, soyez conscient que vous serez mis à l'épreuve alors que certaines circonstances viendront barrer la route à votre discipline nouvellement acquise. Il vous 22. Faudra néanmoins respecter votre engagement, il faudra foncer, beau temps mauvais temps. Cela dit, soyez assurés que la discipline fera beaucoup pour vous. Car c'est en acquérant de la discipline que vous en arriverez à vous sentir vraiment bien dans votre peau. De fait, même en minimum de discipline peut avoir des efforts incroyables sur votre attitude. Et le sentiment de votre propre valeur que vous en retirerez sera presque aussi intense au début que durant la mise en pratique de votre nouvelle discipline. Celle-ci changera tout de suite l'orientation de votre vie, comme un bateau qui, au beau milieu de l'océan, change de cap vers une nouvelle destination. Certains croient que la discipline n'est pas naturelle et qu'il suffit d'être, tout simplement. Ces personnes sont persuadées que le désir de réalisation de l'être humain en est un qui relève de la névrose et qu'il a été créé de toutes pièces par l'homme. En réalité, la discipline a toujours été en harmonie avec la nature. Là où toute chose vivante lutte pour sa survie. Ainsi, quelle taille un arbre atteindra-t-il? Il lutte contre la force de la gravité et continue de croître vers le soleil pour devenir aussi grand qu'il le peut. Il est vrai que cette lutte de l'arbre pour sa survie n'est pas un acte conscient parce que les arbres sont dépourvus de cerveau. Mais vous et moi avons été dotés de l'habileté de choisir consciemment de lutter pour ainsi devenir tout ce qu'il nous est donné d'être. La discipline attirait les occasions favorables, d'heureuses occasions se présentent invariablement à ceux qui savent développer leur talent et qui ont de l'ambition. 23. À ceux qui, grâce à la discipline et la persévérance, font preuve de clairvoyance et se saisissent de ces occasions qui pourtant d'autres passent inaperçues. Alors discipline est un mode unique et intelligent de penser et d'agir qui met en veilleuse le tempérament pour faire place à la courtoisie, elle favorise les actes positifs et freine les pensées négatives. Elle vise le succès, elle refuse d'accepter la défaite, elle favorise aussi la santé et éloigner la maladie. Cela dit, qu'elle est donnée à tous d'acquérir de la discipline. Il s'agit simplement nous progresser, étape par étape, en faisant un pas à la fois. Et cela vous paraîtra peut-être incroyable, mais vous pouvez commencer à vous discipliner dès aujourd'hui. Ainsi, ne dites pas des choses comme « si je pouvais je le ferais », tenez-vous plutôt le propos qui est suivant « si je le faisais, je pourrais, et si je le fais, je peux ». Amorcez donc le processus dès maintenant, mais démarrez en douceur. Apprenez ensuite à respecter vos engagements. Même si cela vous semble peu, ce début vous apprendra le sens de la discipline. Et à partir de là, il n'y aura plus de limite au progrès que vous ferez. Action of Illusion.
Nombre des ouvrages qui paraissent depuis quelques années autant de ne laisser croire que si l'on exprimait verbalement tous les jours ce qu'on veut, le succès ne tombera du ciel comme par magie. Or, je m'oppose formellement à cette façon de penser, car je sais des expériences que c'est une affirmant quelque chose sans pour autant avoir la discipline requise pour agir. 24. En conséquence, il s'ensuit invariablement que nous nous illusionnons carrément en croyant progresser alors même que nos activités journalières ne nous mènent nulle part. Pourquoi les gens disent-ils une chose pour ensuite faire le contraire? L'homme qui rêve de propriété mais qui se dirige toujours vers un désastre financier, la femme qui souhaite atteindre au bonheur mais qui entretient des pensées et pose des gestes qui l'amènent irrémédiablement au désespoir, tous deux sont victimes des faux espoirs qu'ils sont fabriqués à l'aide d'informations. Pourquoi? Parce que les mots, comme des narcotiques, non font oublier une laisse dans un état de complaisance. Rappelez-vous toujours que pour progresser, il vous faut d'abord commencer. Ainsi, pour mener une vie prospérée, il vous faut vous dresser un plan de propriété, pour devenir riche, établissez un plan de richesse. Et souvenez-vous que vous n'avez pas besoin d'être riche pour vous tracer un tel plan, une personne qui n'a pas d'argent pour très bien avoir un plan pour devenir riche. Vous pouvez établir plusieurs types de plans. Si vous êtes malade, tracez-vous un plan de santé. Vous êtes toujours fatigué. Amorcez un plan d'énergie. Vous aimerez ajouter un à votre éducation. Parfait. Dressez-vous un plan de formation. Vous dites que vous en êtes incapable. Avez-vous commencé à le mettre en application votre plan? 25. Tout le monde est capable, même une personne médiocre peut se mettre à lire de bons livres. Il suffit de faire le premier pas, dès aujourd'hui. Quel que soit votre projet, commencez à le mettre en branle dès aujourd'hui. Commencez à mettre de l'ordre dans les tiroirs de votre bureau, dès aujourd'hui. Établissez vos objectifs dès aujourd'hui. Écoutez des cassettes portant sur la motivation dès aujourd'hui. Mettez-vous à une diète équilibrée dès aujourd'hui. Interprétez de visiter un client difficile par jour dès aujourd'hui. Commencez à déposer de l'argent dans votre nouveau compte d'épargne dès aujourd'hui. Écrivez la lettre que vous n'avez jamais pris le temps d'écrire dès aujourd'hui. Pourquoi pas? Donnez-vous l'élan nécessaire en direction de la vie prospère que vous souhaitez mener. Rappel envoyé. Combien d'activités vous pouvez entreprendre grâce à votre nouvel engagement? Toute voile dehors. Ne restez pas au point mort. Démarrez. Pouvez-vous à vous-même que l'attente est terminée et que l'espérance est chose du passé, vous irez maintenant de l'avant grâce à votre conviction et à vos actions. C'est une nouvelle journée, un nouveau départ dans votre nouvelle vie, vous serez étonné de progrès que vous réaliserez à l'aide de la discipline, vous n'avez rien à perdre, sauf la culpabilité et la peur que vous avez ressentie jusqu'à maintenant. 26. Je veux lancer un défi, faites d'aujourd'hui la première journée d'une semaine entière de nouvelles entreprises. Allez-y. Essayez de voir combien de choses vous pouvez commencer et poursuivre dans cette semaine de votre nouveau départ. Ensuite, faites de ce mois-ci le mois de vos nouvelles entreprises, puis passez à l'année de vos nouvelles entreprises. Dans un an, vous verrez que les habitudes, les influences, les regrets et les échecs du passé seront bel et bien choses du passé. Comme il est dit dans la Bible, vous serez alors prêt à vous envoler avec les aigles. Le succès. Le succès est notre 5e mot-clé et, comme tous les concepts déjà abordés, on lui accordait plusieurs sens. Le succès est quelque chose d'intelligible, c'est aussi un paradoxe, car ne constitue-t-il pas à la fois et le trajet la destination? Le succès représente le progrès stable. Le succès est d'une part une réalisation et mesurée qui nous mène vers un objectif et à la réalisation de celui-ci.
Le succès est d'une part une réalisation, et d'autre part la sagesse qui vient à ceux qui comprennent le pouvoir de la vie. C'est être conscient des valeurs, et c'est aussi la mise en pratique de valeurs importantes grâce à la discipline. Le succès est à la fois matériel et spirituel, pratique et mystique. C'est une façon de laisser quelque chose derrière soi pour se diriger vers quelque chose de mieux, de dépassé. 27. De la léthargie à l'exercice, d'un bonbon à un fruit, de la dépense à l'investissement. Réussir, c'est emprunter le chemin de changement, de la croissance, du développement et de la réalisation, c'est une invitation à monter d'un cran pour ainsi occuper une position encore plus avantageuse. Le succès consiste à faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit, comptez-les de toutes les possibilités, aide tout ce que vous admirez dans la vie des autres, que désirez ouvrir ou retirer de votre vie. Voilà la question. Souvenez-vous que le succès ne sont conformes aux normes établies par la culture, qu'elles se comportent plutôt d'un ensemble de valeurs personnelles clairement établies et finalement accomplies. Faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit, voilà le succès. Comment s'y prendre ? Voilà précisément ce que je désire vous faire connaître. 28. Première, la stratégie libérer le pouvoir des objectifs. 29. 30. Chapitre 2. Les objectifs. Ce qui montre. Je travaille pour Monsieur Schwab depuis à peine 2 semaines lorsqu'un matin, alors que nous prenions ensemble le petit déjeuner, il me dit « Jim, jetons un coup d'œil à la liste de tes objectifs pour que nous discutions de ceci. C'est la meilleure façon que je connaissais de t'aider pour l'instant. » Dis-je. Monsieur Schwab secoua la tête en soupirant. On dit. Oh bien jeune homme, je crois que c'est par là qu'il ne faut commencer, puis, on me regarde droit dans les yeux, il ajoutons, Bonjour le devina effectivement sans difficulté, c'est à ce moment précis que je commençais à lui accorder toute mon attention. 31. J'ai étonné. Me dit-il. C'est à compter de ce jour que je me mis à étudier l'art, la science, établir des objectifs. Et de toutes les choses que j'ai apprises depuis cette époque, la définition de mes buts est celle qui a eu le plus de répercussions sur ma vie, sur tous les suspects de mon existence, mes réalisations, mon salaire, mon compte en banque, ma façon de vivre, mes relations et même ma personnalité, tout cela changera pour le mieux. Je suis convaincu que le fait d'apprendre à définir vos propres objectifs exercera une influence importante sur votre vie, pourquoi je prendrai le temps de vous exposer dans les pages qui suivent ce procédé souvent mal compris. En effet, vous devez non seulement lire les chapitres suivants, mais aussi les étudier attentivement, et si vous avez un cahier de noter à portée de la main, servez-vous-en. Le pouvoir des rêves. La vie de chacun d'entre nous est continuellement effectuée par divers facteurs, notre environnement, nos parents, nos amis, notre lieu de résidence, l'école que nous fréquentons, tout joue un rôle important dans notre vie. De même sommes-nous aussi affectés par les situations auxquelles il nous faut faire face. Une guerre, par exemple, peut ébranler notre psyché. Nos connaissances pour l'absence de celle-ci influencent aussi nos vies. Il en va de même des résultats de 32. Nos efforts, nous pouvons le sentir exalté ou dégonflé, dépendamment de notre habilité à y atteindre les résultats escomptés. Les facteurs que influençons notre vie, le rêve est sans doute celui qui peut nous être le plus bénéfique. Les rêves, en imagerie mentale, constituent ni plus ni moins qu'une projection de genre de vie que nous désirons mener, par conséquence, c'est nous permettant à nos rêves de le tracer la voie à suivre, ceux-ci peuvent déclencher en nous une force créatrice capable de nous faire franchir tous les obstacles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs.
Toutefois, afin de libérer ce pouvoir créateur que en vous, vos rêves se doivent d'être clairement définis, un avenir vaguement esquissé ne vous mènera jamais nulle part. Or, pour vraiment réaliser vos rêves, pour que vos projets d'avenir exercent sur vous une véritable force d'attraction, vos rêves doivent être composés d'images frappantes, claires et précises de ce que vous désirez. Il y a deux façons de faire face à l'avenir, avec espoir, ou avec appréhension. Et pouvez-vous deviner combien de gens font face à l'avenir avec appréhension? Et oui, la plupart. Vous connaissez le genre, ils se font de soucis, encore de soucis, toujours du souci. Et pourquoi ces personnes vivent-elles avec autant d'appréhension? Parce qu'elles n'ont jamais après le temps de tracer leur avenir. De fait, nombre d'entre elles vivent en essayant de se gagner l'approbation d'autrui, avec pour résultat qu'elles finissent par accepter les idées des autres quant à la 33. Façon dont elles devraient mener leur propre vie. Il n'est pas étonnant que de telles personnes se fassent constamment du souci, préoccupées qu'elles sont en rechercher l'approbation de leur entourage dans tout ce qu'elles entreprennent. Inversement, ceux qui font face à un avenir avec espoir se sont planifiés un avenir qui vaut la peine d'être vécu, ils s'imaginent futur que leur paraît passionnant, captivant et qui, par le fait même, exerce sur eux un énorme pouvoir d'attraction. Le pouvoir de but clairement défini. Cela dit, les rêves sont merveilleux, mais elles ne sont pas suffisantes en soi, un tableau brillant de l'avenir ne suffit pas pour obtenir les résultats désirés. Ainsi, selon Désir construisent un magnifique édifice, il faut d'abord tracer un plan minutieux de celui-ci et suivre ensuite, dans l'ordre, chacune des étapes de sa construction, jeter les fondations, ériger les piliers, la structure et ainsi de suite. Pour ce faire, il apparaît donc évident qu'il nous faut de but. Or, à l'instar d'un rêve dont les images font nettes et précises, des buts clairement définis agiront tels un aimant et vous attireront dès lors dans la direction voulue, mieux vous saurez les définir et les décrire, plus vous vous acharnerez à les atteindre et plus vos buts exerceront leur force d'attraction sur vous. Et croyez en ma parole, lorsque les rêves de la vie viennent vous barrer la voie que vous vous êtes tracée en vue de votre succès, un aimant d'une telle puissance s'avère indispensable pour que vous continuiez à aller de l'avant. Comprendre à quel point les objectifs sont cruciaux, notez autour de vous la vaste majorité des 34 gens dans la vie est dépourvue de but, n'ayant pas décidé de leur existence propre, ces personnes errent sans but, se contentant de suivre le cours des événements, elles se débattent chaque jour que Dieu a mené, luttant pour leur survie économique, pour exister, au lieu de s'attaquer à la substance même de leur vie, il ne faut pas chercher longtemps pour comprendre ces paroles de Thoreau. Les motifs. J'étais très heureux de l'entendre dire, et ajouta, je devais réaliser plus tard que j'étais effectivement beaucoup plus intelligent que je ne croyais l'être à l'époque. Rétorquai-je. Une autre pensée pour le moins électrisante, trouver des motifs qui nous poussent à agir. Je sais maintenant que les raisons viennent en première, et les réponses après. Il semble que la vie ait cette façon mystérieuse de camoufler les réponses de façon parce que seuls ceux que les cherchent retrouvent, c'est-à-dire ceux qui sont suffisamment motivés pour les chercher. 35. Et total terme, lorsque vous savez ce que vous voulez et que vous le voulez vraiment, vous trouverez inévitablement le moyen l'obtenir, car les réponses et les méthodes dont vous aurez besoin pour solutionner vos problèmes se présenteront à vous en cours de route. Et si vous aviez besoin d'être riche? Et si la vie d'une personne qui vous est chère dépendait de soins médicaux que vous êtes dans l'incapacité de lui offrir? Si vous appreniez qu'il existe des livres et des cassettes qui souriant vous ont enseigné à faire fortune, achèteriez-vous? Bien sûr que oui. Puisque vous êtes justement en train de lire un livre sur le succès, vous savez probablement qu'il y a déjà beaucoup de livres et de cassettes sur le marché traitant de la prospérité,
Par contre, si vous pensez ne pas avoir besoin d'être riche, vous ne prendrez probablement pas le temps de lire ces livres ou d'écouter ces cassettes. Or, elle est un vieux proverbe qui veut que la nécessité soit mère de l'invention. Fort de cette maxime, n'oublie jamais qu'il vous faut vous attaquer aux raisons en première, oui aux réponses. 4 motifs puissantes. La question que vous devez vous poser avant tout est celle-ci. Nous n'avons pas tous les mêmes motifs d'agir, nous avons tous une corde sensible. En ce qui vous concerne, si vous cherchez un peu, je suis certain que vous pourrez dresser une longue liste de vos propres motifs. 36. Cela dit, il est tout de même certains motifs que poussent nombre de personnes à atteindre à l'excellence, si l'on nommait ici le désir bien évident de réaliser des gains financiers, on se retrouve avec 4 grands facteurs de motivation. Le premier est celui de la reconnaissance. D'importantes entreprises, un nombre de directeurs de vente savent que certaines personnes travailleront plus fort pour se mériter un certain fonds de reconnaissance qu'elles ne le feraient pour obtenir des gains moniteurs. C'est là ce qui expliquait le succès de certaines organisations de vente, notamment celles qui font dans la vente directe, qui prennent bien soin de reconnaître tout exploit, des plus grands en plus petits. De tels organismes misent sur le fait que la plupart des gens croient que personne ne fait attention à eux et que ce qu'ils accomplissent n'a pas d'importance. Pour ces personnes, faire l'objet d'une quelconque connaissance importe une preuve de leur valeur intrinsèque, tout comme c'est en leur disant qu'elles sont vraiment spéciales, qu'elles font toute la différence. Je suis d'avis qu'il serait bon que d'autres types d'entreprises prennent le temps de reconnaître l'apport de chacun de leurs employés, pas seulement le vendeur et aussi les cadres, le secrétaire et les proposés à l'entretien. Vous serez surpris de constater à quel point leur productivité augmenterait en conséquence. Le deuxième grand facteur de motivation chez les personnes qui tendent à l'excellence, c'est qu'elles aiment éprouver de sentiments de la réussite. Ce facteur constitue d'ailleurs l'une des meilleures raisons d'agir. 37. Chez l'être humain, si vous devez être fanatique, soyez un fanatique de la victoire. Certains de mes amis millionnaires persistent à travailler de 10 à 12 heures par jour pour accumuler plus de millions. Or ce n'est certes pas parce qu'ils ont besoin d'argent qu'ils agissent ainsi, mais bien parce qu'ils ont besoin de ressentir la joie, le plaisir et la satisfaction d'avoir triomphé de quelque chose. Ce n'est donc pas l'argent qui les motive car ils en ont déjà beaucoup, non, leur raison d'être leur vient de ce sentiment vivifiant qu'ils ont d'avoir accompli quelque chose. De temps à autre, à la suite d'un de mes séminaires, ils en est qui viennent me voir pour me dire « Or, je suis d'avis que si Dieu n'a pas permis à ces personnes d'avoir une fortune, c'est justement parce qu'elles s'arrêteraient là. » La troisième grand facteur de motivation est celui de la famille. Certaines personnes font beaucoup de choses qu'elles ne feraient pas pour elles-mêmes dans le but d'aider une personne qui leur est chère. Un jour un homme me dit, incroyable n'est-ce pas? Est-ce que la famille peut influencer un homme à ce point? Très certainement. Et quelle chance inouïe d'être aussi profondément influencé par l'amour. La générosité au désir de partager constituait la quatrième dernière des 4 grands facteurs de motivation. 38. Lorsque mourut de grand magnat de l'acier qui était Andrew Carnegie, on ouvrit les tiroirs de son bureau pour y retrouver une vieille feuille de papier. Sur ce bout de papier qui détaille de l'époque où elle était dans vingtaine, Carnegie avait écrit son objectif de vie que était de passer la première moitié de sa vie à gagner de l'argent et la deuxième à donner ses argents aux autres. Carnegie fut si inspiré par ce but qu'il réussit à accumuler 450 millions de dollars, ce qui équivaut aujourd'hui à 4,5 milliards de dollars, et tout comme il l'avait souhaité, il passe à la dernière partie de sa vie à en distribuer son argent à sa plus grande joie. Les motifs secondaires.
Ce serait bien de pouvoir tout être motivé par des objectifs aussi bienveillants que l'est celui de la générosité n'a pas, mais je dois admettre que lorsque je commençais à lutter pour connaître le succès, je n'étais pas vraiment motivé par la générosité. Mes motifs étaient beaucoup plus terre accent grave terre, et cette dernière figurait donc un nombre de mes motifs secondaires. Un motif secondaire en est à que l'on sait tout donner un jour ou l'autre, et qui peut parfois changer le cours d'une vie. À ce sujet, permettez-moi de vous raconter une anecdote personnelle. Cela se passe avant que je ne rencontre Monsieur Choaf. Un jour que j'étais à flâner à la maison, on frappe timidement à la porte. J'allais ouvrir et me retrouver devant une fragile fillette d'une dizaine d'années qui me fixait de ses grands yeux bruns. Elle me dit, en ramassant tout son courage et toute sa détermination, qu'elle vendait des biscuits pour le Scouts, une impressionnante présentation, plusieurs saveurs, et à bon prix, seulement $2,00. 39. La boîte, comment refuser? Finalement, avec son plus beau sourire, elle me demanda poliment si je voulais en acheter. Je voulais en acheter. Je voulais vraiment lui en acheter. J'avais un problème, cependant, je n'avais pas de $. Inutile de vous dire à quel point j'étais embarrassé. Imaginez, un père de famille qui avait fréquenté l'université, qui travaille à salaire et qui n'avait même pas $2 en poche. Je ne pouvais tout de même pas admettre cela à cette fillette, aux grands yeux bruns. Alors je mentis, je lui dis. Ce n'était pas vrai, mais je ne savais qu'inventer d'autre pour ne pas lui acheter des biscuits. Alors la petite fille me dit, sur ce elle fit demi-tour et continua sa route. Je le regardai pendant un long moment et finalement je fermai la porte. Amour, disent que je ne voulais plus vivre ainsi. J'en avais assez de ne pas avoir d'argent et je n'avais assez de recourir en mensonge. Je ne voulais plus jamais me sentir embrassé par le manque d'argent. C'est ce jour-là que je me suis promis et toujours avoir sur moi quelques centaines de $. Je vous racontais cette anecdote pour illustrer ce que j'entends par ça. Ne semble peut-être pas important, mais pour ma part sur le fut suffisamment pour avoir un effet permanent sur le reste de ma vie. 40. Mon histoire de biscuits connut d'ailleurs une fin heureuse plusieurs années plus tard. Je sortais de la banque où je venais tout juste de faire un dépôt important. Je m'apprêtais à traverser la rue pour me rendre à ma voiture lorsque j'aperçus deux fillettes qui vendaient des bonbons pour un organisme quelconque. L'une d'elles s'approcha de moi et me dit, j'étais tout énervé. Les deux fillettes me regardèrent d'un air stupéfiant et me dirent. Finalement en chure, alors toute contente, elles s'hâtèrent d'empiler les boîtes pour me les donner. Je sortis $18 de mon porte-monnaie et comme j'allais partir, 41. Les boîtes sous les bras, l'une des fillettes se retourna. Il me dit. Que dites-vous de cela? Vous rendez-vous compte? Quelqu'un m'a dit que j'étais une personne vraiment spéciale pour avoir dépensé que de $8. Maintenant, vous savez pourquoi je veux toujours avoir sur mon au moins une centaine de $. Je ne voudrais plus jamais rater une chance pareille. Mais laissez-moi vous donner un autre exemple de ce que sont les motifs secondaires. J'ai un ami qui se nomme Robert DiPio. Elle était professeure à l'INSEE, en Californie, la capitale de l'olive. Après quelques années dans l'enseignement, Robert avait décidé de repartir à neuf et de tenter sa chance dans une nouvelle carrière. Un jour, sans en parler à personne, il quitta donc l'enseignement pour se lancer dans la vente. Quand sa famille l'apprit, il fut là que cible de nombreuses critiques. La réaction de son frère en particulier lui fut la plus difficile à accepter, car celui-ci semblait éprouver un malin plaisir à blesser Robert. Or, ces propos pour le moins négatifs n'eurent pour effet que de rendre Robert à ce point furieux qu'il décida de devenir riche. Aujourd'hui, Robert DiPio compte justement au nombre de mes amis millionnaires. Cette histoire et celle de mes biscuits pour les Scouts vise à prouver que la colère et l'embarras, canalisés de façon positive, 42. Constituent souvent d'excellents motifs secondaires pour nous pousser à l'action.
Et vous, avez-vous quelque chose à prouver? Y a-t-il quelque chose dans votre passé que vous aimeriez effacer? On dit souvent que le succès est une douce revanche, je suis tout à fait de cet avis. Quand vous le voyez, chacun a ses raisons bien personnelles d'agir. L'important est d'avoir suffisamment de raisons pour passer à l'action. Comme trouver la corde sensible que transformera une vie modeste en une vie prospère heureuse. C'est ce que nous verrons dans le chapitre qui suit. 43. Chapitre 3. Comment se fixer des buts. Dans le premier chapitre, nous avons vu l'importance de la discipline. Je vous demanderai maintenant de mettre en pratique ce trait de caractère pour le moins essentiel à votre succès. Si vous n'avez pas encore commencé, allez vous chercher une feuille de papier ou un cahier. À partir de maintenant, vous ne serez plus un lecteur mais plutôt un participant. Le genre d'exercice que vous allez entreprendre a ceci de particulier qu'il vous occupera votre vie durant. Vos buts feront l'objet de cet exercice et, quand vous l'apprendrez rapidement, le but sont la préoccupation de toute une vie, changeant en évoluant sans cesse. Pourquoi prendre la peine de se livrer à un tel exercice? Parce que cela constitue le premier pas vers une nouvelle vie, une vie dont vous avez toujours rêvé mais que vous avez jusqu'à maintenant impossible. Alors, commençons. Plus tôt vous acquérez de la discipline, plus tôt vous en constaterez les résultats. Je vous promets que vous ne regretterez pas d'avoir fait des efforts pour vous discipliner. 45. Les objectifs à long terme. Écrivez haute de votre feuille de papier ou de votre cahier, mes objectifs à long terme. Votre tâche consiste maintenant à répondre à la question qui suit, qu'est-ce que je désire faire durant les 2 prochaines années? L'important, afin de réussir cet exercice, c'est d'écrire le plus de réponses possible et ce, le plus vite possible. Consacrez de 12 à 15 minutes à cet exercice, voyez si vous pouvez énumérer au moins une 50aine de points. Voici ces questions qui devraient vous aider à commencer cet exercice. 1. Qu'est-ce que je veux faire? 2. Qu'est-ce que je veux être? 3. Qu'est-ce que je veux voir? 4. Qu'est-ce que je veux obtenir? 5. Qu'est-ce que je veux aller? 6. Qu'est-ce que j'aimerais partager? Et tout en tenant compte de ces 6 questions, essayez de répondre en la question principale, qu'est-ce que j'aimerais obtenir d'ici les 10 prochaines années? Laissez voguer votre imagination et inscrivez rapidement vos réponses, ne vous attardez pas aux menus détails pour l'instant, car ceux-ci constituent une seconde étape de notre exercice, que nous verrons plus loin. Par exemple, si vous désirez posséder une Mercedes grise 380 SL avec intérieur bleu, écrivez tout simplement 380 et passez au point suivant. Après avoir terminé votre liste, examinez-la attentivement. Ensuite, écrivez à côté de chacun des points le nombre d'années qu'il vous faudra mettre pour obtenir la chose en question ou atteindre votre but. 46. Par exemple, si vous croyez qu'il ne vous faudra qu'un an, inscrivez le chiffre 1. À côté des objectifs que vous croyez pouvoir atteindre en 3 ans, inscrivez le chiffre 3, et ainsi de suite pour les objectifs que vous estimez pouvoir atteindre en 5 ans, puis en 10 ans. Maintenant, vérifiez si vos objectifs semblent être bien équilibrés. Si vous avez beaucoup d'objectifs à côté desquels vous avez inscrit le chiffre 10 et que très peu soit précédé du chiffre 1, cela signifie peut-être que vous remettez à plus tard les choses que vous ne désirez pas faire maintenant. Par contre, si vous avez très peu d'objectifs à long terme, c'est peut-être que vous ne savez pas encore quel genre de vie vous mènerez. La clé de cet exercice consiste ici à établir un équilibre entre les objectifs à court et à long terme, c'est-à-dire ceux qu'on peut habituellement atteindre en moins d'1 an. Craignez-vous d'avoir trop d'objectifs?
Êtes-vous de ceux qui se sentent plus à l'aise lorsqu'ils se concentrent sur un seul but à la fois? En fait, il est préférable de se fixer plusieurs objectifs car il y a un désavantage en ne pas en avoir une gamme variée. Si l'on perd par exemple des astronautes de la mission Apollo, on se rappellera que certains de leur retour de la Lune. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes allé sur la Lune, où pourrez-vous bien avoir envie d'aller ensuite? 47. Après toutes ces années passées à s'entraîner, à visualiser le vol et à l'anticiper, ce moment précis qui fut certes glorieux devint tout à coup chose du passé. Le travail d'une vie terminée, c'est alors que la dépression s'installe. À la suite de cette expérience, les astronautes qui suivirent furent formés à s'intéresser à des projets secondaires auxquels ils pourraient travailler lorsque leur mission dans l'espace serait accomplie. Le bonheur est éphémère. Semble que la meilleure façon d'apprécier la vie ne soit pas de s'arrêter lorsqu'on vient d'atteindre un objectif mais bien d'en viser tout de suite un autre, car il est dangereux de s'attarder trop longtemps à un succès. La seule façon d'apprécier vraiment une autre repas, c'est de sentir la faim nous tenailler. Cela dit, maintenant que vous avez revu équilibrer votre liste, choisissez les 4 objectifs que vous semblent les plus importants pour chacune des périodes suivantes, 1 à N, 3 ans. Vous vous retrouvez maintenant avec 16 objectifs. Écrivez au sujet de chacun de ceux-ci un court paragraphe qui comprendra 1. Une description détaillée de ce que vous désirez par exemple, si c'est un objet, décrivez en la hauteur, la longueur, le modèle, la couleur, etc. Si c'est un poste ou une affaire, donne une description détaillée de l'emploi, du salaire, de titre de budget, le nombre d'employés, etc. 2. Précisez pourquoi vous désirez obtenir la chose décrite. Vous saurez ainsi si vous désirez vraiment cette chose ou si c'est tout simplement une lubie fugace de votre part. 48. Si vous n'arrivez pas à lui trouver une raison claire et convaincante, vous devrez donc classer ce point dans la catégorie des lubies et le remplacer par autre chose, quand tu ne constitue pas dès lors un objectif important. En fait, ce que vous cherchez ici, c'est un puissant facteur de motivation qui soit justifié par une raison valable. Vous vous rendrez compte alors que certains objectifs qui vous semblaient importants à prime d'abord ont maintenant perdu de leur importance, de fait que vous ne leur avez pas trouvé de raison valable. Cela dit, ce qu'il y a de bien dans cet exercice, c'est qu'il vous oblige de réfléchir, à préciser votre pensée et à la réviser, son but étant justement de vous aider à planifier votre avenir. Maintenant que vous avez déterminé les 16 objectifs les plus importants de votre vie, transcrivez-les sur une autre feuille ou dans un petit journal que vous garderez sur vous en permanence. Par la suite, il vous faudra relire ces objectifs une fois par semaine pour voir s'ils sont encore importants et si vous posez des gestes concrets en vue de leur réalisation si tel est le cas. Comme vous pouvez le constater, établir ces objectifs n'est pas une tâche que l'on peut accomplir en une seule fois et dont résultats sont coulés dans le béton. C'est plutôt un processus continuel que se déroule toute la vie durant. Les objectifs à court terme. On peut définir les objectifs à court terme comme étant ce que l'on peut atteindre à l'intérieur d'une année, et en dépit de ce que le but à court terme ne 49. Soit pas nécessairement du même ordre que ceux à long terme, il n'en demeure pas moins qu'ils sont tout aussi importants que ces derniers. Ainsi, le capitaine d'un navire se doit d'établir le trajet qu'il devra suivre pour parvenir à sa destination finale, or, ce trajet est jalonné de nombre de points à court terme qu'il lui faut atteindre tout au long de sa route s'il veut réussir son voyage.
À l'instar d'un voyage en mer, la vie est constituée de réalisations à long terme que l'on a pris soin de fragmenter en objectifs à court terme, ceux-ci présentant l'avantage de pouvoir être atteints dans un avenir rapproché. Je qualifie ces objectifs d'aide-confiance, en raison de ce que la réalisation vous donne juste assez de confiance pour continuer, lorsque vous travaillez avec acharnement et que vous complétez une tâche spécifique à court terme, vous pouvez dès lors vous réjouir de cette victoire et c'est là ce qui vous inspire à poursuivre votre route. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous recommande fortement d'écrire aussi vos projets à court terme dans votre cahier ou votre journal. Leur ordre ne dépend que de vous, vous pouvez par exemple les classer par jour, par semaine ou par mois, ou encore, vous pouvez les définir en tant que sous-catégorie de vos objectifs à long terme. Cela dit, l'un des grands plaisirs qui résulte du fait d'avoir dressé une liste de ces objectifs, c'est celui de pouvoir biffer ceux-ci à mesure qu'on les accomplit. Aussi, lorsque vous en biffez un, prenez le temps de fêter votre réalisation. Cette fête pourrait se traduire par un moment de réflexion satisfaisant lorsque vous aurez 50. Terminer une petite tâche, ou bien vous pourriez vous donner une belle récompense si vous croyez que ce que vous venez d'accomplir en vaut le coup. Peu importe, prenez le temps de savourer vos victoires. Cela vous aidera à les multiplier. Par contre, tout comme il est important de vous récompenser pour chacune de vos victoires, j'aimerais vous faire ici une seconde recommandation qui sera probablement reçue avec beaucoup moins d'enthousiasme que ne le fut la première, faites en sorte que chacun de vos échecs soit douloureux. Il vous faut comprendre ici qu'il est deux genres d'expériences desquelles on puisse tirer une leçon, la joie de la victoire et la douleur de la défaite. Alors, si vous vous étiez établi une trajectoire pour compléter un projet et que vous avez perdu votre temps à vous amuser, trouvez une façon de payer pour votre paresse. Vous devez assumer la responsabilité de votre comportement, qu'il soit positif ou négatif. Qui plus est, voyez à vous entourer de personnes qui n'accepteront pas d'emblée toutes vos petites excuses. N'allez pas vous joindre à des personnes qui soient faciles à contenter. Allez là où le niveau d'attente est élevé et où la performance sous pression est excellente. Cela aussi c'est partie de votre stratégie en vue d'atteindre à la prospérité et au bonheur. Le laisser aller. Je veux que vous réussissiez. Or je m'inquiète un peu, car je sais que la plupart de ceux qui liront ces pages ne persisteront pas à se fixer des objectifs et à y travailler. Pourquoi? Parce que c'est là une tâche astrale. 51. Gnante qui demande beaucoup de notre temps. Pourtant, comme il est ironique de s'entendre répondre par tant d'hommes et de femmes, qui travaillent dur jour après jour à des emplois qu'ils n'aiment pas nécessairement, qu'ils n'en ont pas le temps lorsqu'on leur demande de planifier leur avenir. Et c'est ainsi que ces personnes laissent leur avenir leur glisser entre les doigts. Je sais que la plupart des gens ne se tracent pas de plan précis, mais ne soyez pas de ceux-là. Ne soyez pas de ceux qui errent ça et là dans la vie, les doigts croisés et l'air soucieux, en espérant que les choses iront mieux demain. Car, que vous l'acceptiez ou non, vous êtes présentement un participant au jeu de la vie. Et croyez-moi, si vous n'avez pas d'objectif, vous ne jouez pas un jeu très existant. Personne ne paierait pour vous regarder jouer à un jeu où l'on ne compte pas les points. Ils en sont qui diront, là où je travaille, quand je rentre à la maison il est déjà tard. Il faut bien manger, regarder la télé pour relaxer un peu, ensuite se coucher pour récupérer. On n'a pas le temps de rester debout une partie de la nuit pour planifier et encore planifier. Or, ces personnes sont justement au nombre de celles qui sont en retard sur les versements de leur voiture. Et pourtant, elles sont sincères et travaillent vraiment fort, elles ont le cœur à l'ouvrage. Mais j'ai découvert qu'on peut avoir le corps à l'ouvrage de toute sa vie et néanmoins se trouver pauvre et dans l'embarras.
Il faut être plus qu'un bon et honnête travailleur. Il faut savoir planifier et se fixer de bons objectifs. 52. Lorsqu'on écrit ses buts, on s'engage du même coup à croître, et cela prouve qu'on est sérieux. Or, il faut justement être sérieux pour aller de l'avant, non pas sévère, mais bien sérieux. Tout le monde espère faire mieux. Mais l'espoir qui ne repose pas sur une solide planification peut vous être néfaste. C'est une maladie. Je le sais d'expérience. J'ai déjà souffert de ce mal communément appelé l'espoir passif. C'est très dangereux. Et la seule situation qui soit encore plus destructrice que l'espoir passif, c'est un bonheur érigé sur l'espoir passif, c'est quand un homme arrive à 50 ans sans argent, le sourire aux lèvres et l'espoir dans l'âme. Il n'y a rien de plus tragique. Alors, soyez sérieux. Écrivez vos objectifs sur un bout de papier. Suivez les conseils tirés de mon expérience. 53. 54. Chapitre 4. Comment faire travailler ses objectifs pour soi. La Bible nous dit que sans rêve, sans une vision, l'être humain dépérit. Ce n'est pas trop vrai. Et il est tout aussi vrai qu'une vision peut littéralement transformer la vie d'une personne. Dans les chapitres précédents, vous avez appris à vous fixer des buts précis ainsi que la façon de procéder pour réaliser ceux-ci. Dans les pages qui suivent, vous découvrirez que vos rêves peuvent modeler l'essence même de votre existence. Mais d'abord, il vous faut bien comprendre que lorsque vous vous êtes fixé des buts qui vous importent vraiment, vous n'êtes déjà plus la même personne. De fait, des buts authentiques se reflètent dans tous les aspects de votre vie et vos accompagnements où que vous alliez. Vos poignées de main, le timbre de votre voix, la façon dont vous vous vêtez, comment vous vous sentez, tout cela change en fonction des buts que vous vous fixez. Et la raison en est que tout ce que vous entreprenez est dès lors directement relié à la réalisation de ces derniers. 55. Cela dit, pour que des objectifs vous transforment vraiment et qu'ils prennent les commandes de votre vie, ils doivent être valables. Ainsi, je demandai un jour à un homme, quels sont vos objectifs pour le mois prochain ? Et voici ce que me répondit cet homme, si je pouvais seulement trouver assez d'argent pour payer ces maudites factures. C'était son but. N'allez pas croire que le règlement de ces factures ne soit pas un but louable, c'en est un. Mais c'est aussi là un but qui est d'une totale insignifiance et, pour ma part, je ne compterai pas un tel but au nombre des choses qui me motivent le plus dans la vie. On ne se lève tout simplement pas chaque lundi matin en se disant « Enfin, voilà ma chance d'aller me ramasser assez d'argent pour payer ces maudites factures ». Si vous désirez vraiment que vos buts changent le cours de votre expérience, il vous faut viser haut, suffisamment haut pour que vous ayez à faire un effort pour les atteindre et que cela vous incite à croître. Vos objectifs doivent donc avoir suffisamment d'importance pour exister votre imagination et vous motiver à l'action. Cela dit, évitez toutefois de viser si haut que vos buts, dès lors perdus dans les nuages, ne vous disent plus rien qui vaille tellement ils sont hors de votre portée. La vraie raison d'être des objectifs. J'aimerais maintenant partager avec vous une idée qui devrait piquer votre curiosité. La réelle valeur d'un but ne se trouve pas dans sa réalisation, le fait d'obtenir ce que vous désirez est secondaire. La réelle valeur d'un but réside dans ce que celui-ci exige de vous en vous forçant à devenir la personne qu'il vous faut être pour l'atteindre. 56. Je m'explique. À votre avis, qu'est-ce qui est important dans un but tel que celui de devenir millionnaire, par exemple? Est-ce de réussir à accumuler $1 million? Je ne le crois pas. De fait, la plus grande valeur d'un tel but repose sur les aptitudes, les connaissances, la discipline et le leadership que vous aurez développés en essayant d'atteindre votre but.
Ce qui importe ici, c'est donc l'expérience acquise en planifiant des stratégies, c'est la force intérieure, le courage, les responsabilités et la force de caractère qu'il vous aura fallu développer afin d'amasser $1 million. Donnez 1 million à quelqu'un qui ne possède pas l'attitude d'un millionnaire et cette personne perdra probablement son million. Mais enlevez sa fortune à un vrai millionnaire, et en peu de temps celui-ci se sera refait une fortune. Pourquoi ? Parce que ceux qui deviennent millionnaires développent par le fait même les aptitudes, les connaissances et expériences nécessaires pour répéter le processus encore et encore. Comme vous le voyez, lorsqu'une personne devient millionnaire, la chose la moins importante est ce qu'elle possède. La chose la plus importante est ce qu'elle est devenue chemin faisant. J'aimerais maintenant que vous réfléchissiez à cette question, quel genre de personne vous faudra-t-il devenir pour obtenir de ce que vous désirez ? Écrivez, dans votre cahier ou votre journal, les pensées qui vous viennent à l'esprit à ce sujet, précisez le genre d'aptitude qu'il vous sera nécessaire de développer et les connaissances que vous devrez acquérir. Et considérez que vos réponses à la question qui précède constituent de nouveaux objectifs qu'il vous faudra atteindre en vue de votre développement personnel. 57. Rappelez-vous ceci, le revenu d'une personne excède rarement le degré de développement qu'a atteint celle-ci, d'où que chacun doive faire son propre examen de conscience. Souvent, je fais le point et je me dis, voici ce que je désire mais suis-je prêt à devenir le genre de personne qu'il faut pour ce faire ? Si je suis trop paresseux, si je ne désire pas apprendre, lire, étudier ou croître pour devenir ce que je dois devenir, alors je ne dois pas m'attendre à obtenir ce que je désire. Lorsqu'un choix se présente à moi, je dois donc prendre la décision de changer, ou alors de modifier mes désirs. Évitez l'accablement. Lorsqu'on se fixe des objectifs, surtout une première fois, il est facile de se sentir accablé par l'ensemble du processus. L'essentiel est de rester calme. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur de vos désirs, rappelez-vous ceci, vos aptitudes se développeront toujours à la mesure de vos rêves, et c'est d'ailleurs là ce qui constitue toute la magie des buts. Et plus vous travaillerez à vos objectifs, plus il y aura d'occasions qui se présenteront à vous, et chaque nouvelle occasion vous offrira le germe d'une solution à un problème qui jusque-là vous aura paru insoluble. N'ayez donc pas peur de commencer. Votre quête vous mènera plus loin que vos rêves le plus fabuleux. Je le sais. La personne que j'étais il y a 25 ans, lorsque je rencontrais Monsieur Chouaf, m'est aujourd'hui tout à fait étrangère. Je ne suis plus du tout cette personne. J'ai changé. Et vous le pouvez aussi. Nombre de gens ont peur de commencer parce qu'ils s'attardent à des échecs du passé qui leur furent pénibles. 58. Ces personnes portent des fardeaux qui pourraient fort bien les écraser à tout jamais si elles ne s'en débarrassent pas. Je vous dis, mon ami, qu'il n'est rien que vous et moi puissions faire pour corriger le passé. Le passé est mort, mais il est beaucoup que vous puissiez faire pour votre avenir. Vous n'avez pas à être la personne que vous étiez hier. Vous pouvez changer votre vie, y apporter des changements étonnants dans un très court laps de temps. Vous pourrez même voir se produire des changements dont vous ne soupçonnez même pas l'existence aujourd'hui, si seulement vous vous en donnez la chance. Vos aptitudes se développeront, soyez-en assurés. Vous découvrirez en vous un potentiel et un talent jusque-là inexploités. Avec le temps, vous puiserez à la source créatrice de votre esprit, et en un rien de temps, vous serez capable d'accomplir et de maîtriser des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. De votre esprit naîtront de nouvelles idées créatrices. Pourquoi les objectifs sont-ils si puissants ? Comment expliquer qu'ils engendrent de tels résultats ? Je ne le sais pas. À mon avis, ces questions font partie des mystères de la vie.
Tout ce que je peux vous dire c'est que ça fonctionne. Mais ne me prenez pas au mot, découvrez-le par vous-même. Donnez-vous la chance de devenir tout ce que vous pouvez devenir et d'accomplir tout ce que vous pouvez accomplir. Demandez. Il est un enseignement dans la Bible qui nous apprend tout ce qu'il nous faut savoir pour obtenir ce que nous désirons. Voici ce que dit cet enseignement. 59. Demandez. Et oui. Demandez. De toutes les aptitudes humaines, assurez-vous d'acquérir celles-ci. J'attends par là qu'il vous faut acquérir l'habitude de demander ce que vous désirez. D'ailleurs, le verset duquel est tirée cette merveilleuse injonction, se lit comme suit, « Demandez et vous recevrez », cette idée mérite qu'on s'y attarde. D'abord, le simple fait de demander met en branle le processus même qui permet que l'on obtienne ce que l'on veut. C'est un peu comme si on appuyait sur un bouton qui mettrait en marche un incroyable mécanisme intellectuel et émotif. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais je sais que ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui fonctionnent ainsi sans que l'on en comprenne le mécanisme, l'important, c'est qu'on s'en serve. Certaines personnes n'entreprennent jamais rien dans la vie, occupées qu'elles sont à étudier le comment et le pourquoi des choses, d'autres choisissent de cueillir les fruits de leur activité tout en cherchant à comprendre. Tout dépend pour quel bout vous voulez commencer. Pour ma part, je vous recommande de commencer par demander. Examinons maintenant la seconde partie du verset ci-haut mentionné, et vous recevrez. Cette partie ne pose aucun problème, et vous n'avez donc pas à y travailler car le reçoit automatiquement. Mais puisque ça ne pose aucune difficulté, comment se fait-il que je ne reçoive rien, vous objectez-vous? Et je ne peux que vous répondre, avez-vous demandé quelque chose? Il en est qui diront 60. Regarder la télévision pour relaxer, et ensuite se coucher. On ne peut tout de même pas passer la moitié de la nuit à demander, demander, demander. Encore là, ce sont ceux qui sont en retard pour payer leurs factures qui tiennent de tels propos. Oui, ils travaillent fort, ils ont du cœur à l'ouvrage. Mais vous devez, pour votre part, faire mieux que de travailler fort et d'être sincère toute votre vie durant, sinon vous vous retrouvez pauvre et dans l'embarras. Vous devez être plus qu'un bon travailleur. Vous devez savoir demander. Il en est qui diront à ce stade-ci, je comprends, maintenant. Je me suis levé régulièrement tous les matins et j'ai vraiment travaillé très fort. Mais nulle part dans ma maison ne se trouve une liste des choses que je veux de la vie. Et vous? Où est votre liste? Cela dit, l'on peut comparer les réponses qui sont faites à nos demandes à un immense océan, ce qui est particulièrement vrai ici aux États-Unis où l'on peut puiser des idées sans peur d'en manquer, le succès n'est pas rationné, ici. Alors vous ne risquez pas de vous faire dire qu'il ne reste plus rien quand votre tour arrivera. Bien au contraire. Et si cela est vrai, où donc alors se situe le problème? Eh bien, le problème réside dans ce que la plupart des gens se rendent à cet océan avec pour tout outil une petite cuillère. Vous comprenez ce que je veux dire? Une cuillère à thé. Compte tenu de l'immensité de cet océan, je vous suggère d'échanger votre cuillère contre quelque chose d'un peu plus grand. Pourquoi pas un seau? Ce n'est certes pas l'idéal mais au moins, les enfants ne riront pas de vous. 61. Cela dit, pour demander, il faut se rappeler deux choses. Premièrement, demander de façon intelligente. La Bible ne précise peut-être pas qu'il faille demander intelligemment, mais je suis convaincu de bien fondé de mon interprétation. Donc, ne marchez pas vous non, sinon vous n'obtiendrez rien. Soyez clair et précis. Demande intelligent impliquait aussi qu'il vous faille connaître les dimensions, la quantité, le modèle, la couleur et les détails de livraison de ce que vous désirez. Décrivez ce que vous voulez, définissez-le.
Souvenez-vous que les objectifs bien définis sont comme des aimants. Mieux vous les façonnez, plus ils exercent d'attraction sur vous. Deuxièmement, de demander avec foi, à ma manière d'un enfant. Travaillez que vous obtiendrez ce que vous désirez. Croyez, en évitant le scepticisme et le cynisme de l'adulte qui est en vous. Voyez-vous, nombre d'entre nous sommes devenus partout sceptiques, nous avons perdu notre merveilleuse innocence, notre foi et notre confiance d'enfant. Permettez pas attitude de freiner notre élan. Croyez et ayez foi en vous-même en vos objectifs. Soyez exaltés, tout comme un enfant, il n'y a rien de plus contagieux que l'enthousiasme d'un enfant. Les enfants croient pouvoir tout accomplir, ils veulent tout connaître. N'est-ce pas magnifique? Ils détentent aller se coucher le soir et sont impatients de bondir de lit le matin. Les enfants posent des milliers de questions. Lorsque vous croyez en avoir assez, et vous en posent encore. 62. Un millier d'autres. Ils vous pousseront à bout, et pourtant, leur curiosité est vraiment une vertu. Lorsque vous-même ferez renaître en vous ce sens de la curiosité et de l'enthousiasme, vous serez dès lors en voie de devenir un maître dans l'art de demander. Se fixer des objectifs et gérer son temps. La gestion productive de son temps est un sujet fort populaire de nos jours. Toutes sortes de livres, de cassettes, de séminaires sont offerts au public avide de savoir. Et vous? Aimeriez-vous apprendre à mieux gérer votre temps? Si tel est le cas, il vous faut d'abord comprendre ceci, à moins qu'il n'ayez des objectifs précis, il vous est impossible de gérer efficacement votre temps, la productivité étant le résultat d'objectifs bien définis. Une réparation équitable de notre temps ne s'avère donc nécessaire que lorsque nos objectifs sont clairement et fermement implantés dans notre cerveau, et pour aussi simple qu'elle soit, cette règle constitue l'une des raisons majeures pour laquelle il nous faut mettre nos buts sur papier. Les priorités. Un des problèmes auxquels nous devons faire face en cette ère de l'industrialisation est le fait que nous ayons perdu le sens de saison. Contrairement à l'agriculture, pour que les priorités changent avec les saisons, nous sommes devenus aveugles au rythme naturel de la vie avec pour résultat que nos propriétés ne sont pas équilibrées. Permettez-moi d'illustrer mon propos. Ouvre un fermier, répond la saison où il doit verrer avec. 63. Célérité. C'est alors qu'il doit travailler jour et nuit. Se lever avant l'aube et être encore à la tâche après le dernier coup de minuit. Quel temps fort fonction à son plein rendement, parce qu'il ne dispose que de très peu de temps pour s'aimer. Ensuite vient l'hiver, une autre fermier aura alors moins de travail. On peut tirer quelle leçon de tout cela? Apprenez à vous donnerez à fond à votre tâche et de celui où vous vous reposerez, du moment où il faut racontage était Sylvie où il faut laisser aller les choses. Il est facile de travailler de 9 à 5, d'année en année et de perdre ainsi le sens des priorités et des cycles naturels. C'est pas les années s'imbriquent les unes dans les autres, et se transformer en un défilé sans fin de tâches et de responsabilités. Soyez conscient de vos propres saisons, de crainte que vous ne perdiez de vue la valeur et la substance de la vie. Les buts prioritaires et les secondaires. Lorsque vous déterminez vos objectifs selon l'ordre de propriété qui leur revient, il est essentiel que vous sachiez distinguer le degré d'importance de chacun de deux-ci. La question qui suit, que vous vous poserez en ayant toujours bien présente à l'esprit, devrait vous aider à arrêter votre choix en ce sens, et c'est là un objectif majeur aux mineurs. La réponse que vous apporterez à cette question vous évitera chaque fois de perdre la majeure partie de votre précieux temps à travailler à quelques projets mineurs. Dans le domaine de la vente, par exemple, on nous apprend qu'il n'est qu'une seule période de temps qui. 64.
soit importante, celle que nous passons avec un client, le temps que nous mettons à nous rendre chez le client, pour aussi essentiel qu'il soit, est néanmoins de moindre importance. Or, trop de vendeurs passent plus de temps à se rendre chez leurs clients qu'à discuter avec ceux-ci en tête-à-tête, et leur revenu s'en ressent en conséquence. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on nous sert le conseil les débuts de notre formation dans la vente. Elle est un autre aspect pratique à l'idée de définir ses priorités, et c'est que vous consacrerez dès lors tout le temps qu'il faut aux choses qui sont vraiment importantes. Le parent qui passe 3 heures à regarder la télé et seulement 10 minutes à jouer avec ses enfants, le directeur qui passe une bonne partie de sa journée à remplir des formules et très peu de temps à encourager ses employés, ce sont là des personnes qui ont perdu tout sens de ce qui est important et de ce qui est insignifiant. Le même concept s'appliquait aussi à l'argent, en ce sens que vous devez éviter de dépenser une fortune à vous acheter des choses insignifiantes et, inversement ici et là de petites sommes pour vous procurer des choses dispendieuses. Certaines personnes dépensent une fortune à nourrir leur corps mais très peu d'argent à nourrir leur esprit. Il serait stupide, n'est-ce pas, de dépenser plus d'argent pour s'acheter des friandises qu'on ne le ferait pour se procurer des livres et des casettes de motivation. L'utilisation optimale de son temps et de son argent vient de ce qu'on accorde à ceci un maximum de valeur. En d'autres termes, c'est investir judicieusement. 65. Son temps et son argent pour obtenir les résultats optimaux. La concentration. N'importe quel athlète professionnel peut vous parler des conséquences d'un manque de concentration. Un peu petit moment d'inattention, et voilà qu'on vous dépasse. Du coup, vous venez de perdre la première place et tous les avantages financiers auxquels vous auriez eu droit. Voyez que cela ne vous arrive jamais. Accordez le maximum d'attention à tout ce que vous faites. Lorsque vous écrivez une lettre, concentrez-vous. Vous essayez de résoudre un problème. Concentrez-vous. Vous êtes au beau milieu d'une conversation. Voilà, concentrez-vous. Vous ne pouvez imaginer l'effet qu'aura la concentration sur votre vie. Naturellement, il y a des moments où l'on doit laisser voguer son esprit, mais alors, faites-le au cours des périodes que vous vous serez réservées spécifiquement à cette fin. À ces moments, me faites que rêvasser, et rien d'autre. Moi je suis sur la plage ou promenez-vous dans la montagne, loin de toutes les pressions de la vie. Laissez la brise caresser vos cheveux et laissez votre esprit voguer. Rêvassez, car cela est bon pour vous, mais faites-le à l'intérieur du temps que vous vous êtes fixé pour ce faire. En tout autre moment, concentrez-vous. Une dose de réalité. Il nous reste un dernier aspect à considérer avant de terminer cet exposé sur les buts, et c'est que même avec un plan d'action bien pensé, vous n'obtiendrez pas tout ce que vous désirez, je le sais. 66. Comment puis-je dire une chose pareille après avoir passé tant de temps à essayer de vous convaincre que vous pouvez obtenir tout ce que vous disiez? C'est que je tiens à vous présenter les deux côtés de la médaille. Pourquoi n'obtiendrez-vous donc pas tout ce que vous désirez? Nous ne vivons tout simplement pas dans un monde où cela est possible. De temps à autre, la grêle s'abattra sur vos récoltes et il pleuvra sur vos défilés. Parfois, les termites de la vie grugeront vos fondations. Ce n'est pas juste, dites-vous. Peut-être pas. Mais comme vous et moi n'avons pas été consultés lors du plan initial, nous devons donc accepter celui-ci tel qu'il est. Ce qu'il y a de vraiment bien dans tout cela, c'est que vos possibilités sont légion, et si vous mettez à profit le système que je viens tout juste de vous exposer, vous obtiendrez plus souvent qu'autrement ce que vous désirez.
Jouez le jeu, car les chances sont pour vous. Il est impossible de prédire vraiment tout ce que vous pourrez réaliser dès lors que vous vous serez inspiré de buts authentiques et valables, de buts auxquels vous croirez profondément. De fait, il est impossible de prédire ce qui vous arrivera lorsque vous agirez en fonction de tels objectifs. Essayez simplement ce système durant 90 jours, ne faites que l'essayer, on ne sait jamais, cela pourrait fonctionner encore. Mieux pour vous que pour moi. Je vous le souhaite sincèrement. 67. 68. Deuxième stratégie. Éteindre la sphère de ses connaissances. 69. Chapitre 5. Le chemin de la sagesse. L'une des stratégies fondamentales qui vous permettra de mener une vie prospère consiste à savoir quelles informations vous sont nécessaires afin d'atteindre vos buts. Cela dit, une fois que vous savez ce qu'il vous faut apprendre, il devient aussi important que vous sachiez comment vous y prendre pour acquérir ces connaissances. Pour ma part, l'une des meilleures choses de M. Shoaf fit pour moi fut de me convaincre fermement de la valeur de l'étude. Or, devinez combien de personnes étudient la propriété. Très peu lorsqu'on considérait le nombre d'hommes et de femmes qui sont à la recherche de la prospérité. 71. Et de bonheur. Et bien qu'on serait porté à croire que ces personnes cherchent consciencieusement à s'informer sur ce sujet, il n'en demeure pas moins que tel n'est pas le cas. La raison d'un tel comportement constitue, pour ma part, un autre de ces de la vie. J'ai appris il y a déjà plusieurs années que certains des meilleurs conseils nous viennent souvent de la Bible. Il y a d'ailleurs une phrase dans ce merveilleux livre qui dit : voilà la façon d'acquérir de nouvelles connaissances qui vous permettront dès lors de générer de nouvelles idées. Il vous faut d'abord chercher si vous désirez trouver quelque chose. Ainsi vous avez besoin d'une bonne idée pour changer votre vie. Il est très rare quand une telle idée naisse du néant. Mais si vous recherchez avec diligence les connaissances dont vous avez besoin, l'idée appropriée se présentera à vous et bien souvent au moment où vous vous y attendez le moins. Se saisir des trésors du savoir. Voici un autre mot auquel vous devez réfléchir: saisir. Les grandes idées passent rapidement et sont vite oubliées, et il en va de même de ces moments de la vie qui font que celle-ci vaut la peine d'être vécue. Voilà pourquoi il est important d'apprendre à se saisir de tout ce qui a une réelle valeur pour soi. Pour ce faire, apprenez d'abord à vous servir d'un appareil photo. Prenez beaucoup de photos. Le fait de pouvoir immortaliser un événement important de votre vie, et ce en une fraction de seconde, est un des grands phénomènes du XXe siècle, et pourtant, comme il nous est facile de tenir nombre de ces phénomènes pour acquis. 72. Permettez-moi en ce sens de vous parler d'une expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Il y a 3 ans déjà qu'on m'invite annuellement à Taïwan y donner des conférences. Lors de ma dernière visite dans ce pays, environ 1000 personnes assistèrent à ma conférence. Et de ces 1000 personnes, pouvez-vous deviner combien avaient emporté leur appareil photo avec elles? Eh oui, 1000. Chacune de ces personnes avait apporté sa caméra pour s'assurer qu'elle capterait les bons moments, les nouveaux amis, les nouvelles expériences. J'ai d'ailleurs passé le plus clair de mon temps à poser pour des photos. Il est déjà arrivé de voir des photos datant de quelques générations. Il malheureux qu'il n'en reste que très peu en circulation. Mais le serait-il pas merveilleux s'il nous en restait suffisamment pour que nous ayons une excellente idée de ce qu'était vraiment la vie il y a 100 ans? Alors, luttez contre votre apathie, assurez-vous de léguer à la prospérité toute l'histoire de votre vie par le biais d'un trésor de photographies et de vidéocassettes.
Il y a une autre façon de puiser des connaissances et c'est de consulter votre bibliothèque personnelle. Je m'entends pas par cela les livres que les décorateurs vous a fait acheter parce qu'ils allaient bien avec votre décor, mais bien les livres qui sont usés et à annoter ceux-là même que vous avez choisi d'étudier et dans lesquels vous avez souligné certains passages, des livres avec des notes manuscrites dans les marges, des livres qui vous ont aidé à vous forger une psychologie sur les valeurs de l'art. Voilà un trésor qui veut vraiment la peine d'être redécouvert. De nos jours en cette époque de communication 73 complexe, j'inclurai dans ces trésors les cassettes audio et vidéo qui ont pour but de nous aider à changer notre vie pour le mieux. Cela aussi constitue un précieux héritage à léguer à nos enfants. Et enfin, il est certain que vous voudrez garder précieusement tout le savoir que vous avez emmagasiné au cours de votre vie. C'est la raison pour laquelle je veux encourager, vous qui désirez étudier sérieusement tous les aspects de la prospérité, à vous servir d'un journal intime afin d'y compiler toutes les idées qui se présentent à vous. C'est ainsi que vous accumulerez graduellement un incroyable trésor d'idées sur les affaires, la société, la culture, les investissements, les modes de vie. Vous rendez-vous compte de la valeur d'un tel trésor ? De toute évidence, un trésor de ce genre a beaucoup plus de valeur que n'importe quelle vieille horloge qu'on a pu vous léguer en héritage. Comment acquérir la sagesse ? Il y a deux façons d'acquérir la sagesse, la première est de le tirer de votre propre expérience de vie, la seconde consiste à étudier la vie des autres. La réflexion. Passez en revue les diverses expériences de votre vie. Apprenez à réfléchir, c'est-à-dire à méditer sur les événements de votre vie dans l'intention d'en tirer des leçons. Votre expérience de vie construite pour vous une excellente source d'information. Ne vous contentez pas, par conséquent, de regarder passer vos journées, tirez en plutôt des leçons. Soyez attentifs à ce qui se passe. 74. Auteur de vous pour que vous puissiez dès lors graver profondément dans votre conscience les sillons de cette journée. Il y a un temps et un lieu pour chaque chose. Ainsi il y a des moments où l'on doit agir et d'autres où l'on doit réfléchir. Mais la plupart d'entre nous ne prenons pas le temps de réfléchir, à cause de nos horaires plutôt chargés, nous négligeons cet important élément du succès. À la fin de la journée, prenez quelques instants pour passer en revue les événements de celle-ci, où vous êtes allé, ce que vous avez fait, ce que vous avez dit. Arrêtez-vous à penser à ce qui a fonctionné et à ce qui n'a pas fonctionné, à ce que vous aimeriez refaire et à ce que vous ne voudriez pas revivre. Essayez de vous rappeler tous ces incidents le plus fidèlement possible. Souvenez-vous des couleurs du décor, des sons, des conversations, des expériences. Sachez qu'une inexpérience peut devenir une denrée valuable, une source de richesse, mais il n'en sera ainsi que si vous prenez le temps de réfléchir à cette expérience et de la noter soigneusement dans votre esprit. Cela fait, vous pourrez dès lors transformer une telle expérience en quelque chose de valable. Car, en fin de compte, ce qui vous arrive n'a pas réellement d'effet quant à la tournure que prend votre vie, c'est plutôt ce que vous en faites qui décide de résultat de celle-ci. Et pour arriver à un résultat positif dans la vie, nous devons en extraire des informations utiles. Ainsi, à la fin de certaines périodes de temps comme une semaine, un mois ou une année s'avère souvent un bon moment pour réfléchir. À la fin de la semaine, 75. Passez quelques heures à réfléchir aux événements qui se sont déroulés durant les 7 derniers jours. À la fin d'un mois, passez une journée entière et, à la fin d'une année, passez toute une semaine à réviser, à réfléchir et à analyser tout ce qui s'est passé dans votre vie. Les personnes avisées ont appris à miser sur le passé pour ainsi le investir dans leur avenir. Le jour où mon père eut 76 ans, je lui dis: avez-vous jamais envisagé la vie dans cette optique ?
C'est pourtant ainsi qu'elle peut devenir productive et excitante. Ne vous contentez donc pas de vivoter encore une année durant, misez sur votre vécu et investissez-le dans l'année qui vient. Il en va de même de vos conversations, utilisez plutôt toutes vos conversations passées pour les investir dans vos conversations à venir. Engagez-vous dans une nouvelle discipline, découvrez, en analysant votre vie, le comment et le pourquoi des choses, qu'il ne soit pas dit que vous avez passé toute votre vie sans rien comprendre à rien. Certes, vous ne pourrez peut-être pas accomplir tout ce dont vous aurez découvert l'existence, mais assurez-vous néanmoins de découvrir tout ce qu'il est en votre pouvoir d'accomplir. Il n'est tout de même pas dans vos intentions de vivre la totalité de votre existence pour vous rendre compte finalement que vous n'avez utilisé que la deuxième de vos possibilités et négligé le reste, n'est-ce pas? Aussi lorsque vous ferez le point, n'oubliez pas d'analyser le négatif aussi bien que le positif vos échecs. 76. Aussi bien que vos succès. Nos soi-disant échecs peuvent en être de précieux serviteurs s'ils nous donnent une importante leçon. Ils sont souvent en ce sens de meilleurs maîtres que ne le sont nos succès. Ainsi, un bon moyen d'apprendre à bien faire une chose est de commencer par le faire à la mauvaise façon. Les erreurs constituent un précieux enseignement de la vie. Mais prenez garde que vous ne vous attardiez trop longtemps à ces leçons. Si vous commettez la même erreur depuis 10 ans, je ne vous recommande pas de continuer pendant 10 autres années encore, mais si vous apprenez vite, il n'est pas de moyen plus efficace, un plein émotif que celui qui vous permet d'apprendre à partir de votre expérience personnelle. À l'époque où je rencontrais M. Choaf, je travaillais depuis 6 ans déjà. Quelque temps après notre rencontre, celui-ci me demanda, je le lui dis en toute franchise et s'enquit aussitôt. Lui répondis-je, un peu ennuyé d'avoir à l'admettre. Il me demanda ensuite. Lui dis-je. En fronçant les sourcils, il rhétorique, quelle superbe question. Où avais-je déniché ce plan désastreux? Vous savez, on suit toujours le plan de quelqu'un d'autre, mais de qui? 77. Et vous, de qui tenez-vous votre plan? À ce point précis de mon exposé, je me dois de vous dire que vos premières confrontations avec votre passé seront difficiles, surtout si vous avez commis autant d'erreurs que moi. Mais soignez plutôt au résultat de cette rétrospective. Pensez au progrès que vous pouvez réaliser quand vous aurez le courage d'affronter vos erreurs. Apprendre à partir de l'expérience de autrui. L'expérience des autres, leurs succès et leurs échecs constitue un autre excellent moyen d'ajouter à ses connaissances. En ce sens, la Bible est une véritable mine d'informations de faits qu'elle nous présente d'une part des exemples à suivre et, d'autre part les comportements qu'il nous faut éviter. En d'autres termes, la Bible nous dit tantôt. Or, si jamais un écrivain s'avisait de coucher sur papier l'histoire de votre vie, faites en sorte qu'il s'en serve à titre d'exemple et non comme mise en garde contre les choses qu'il ne faut pas faire. Cela dit, il y a 3 façons d'apprendre d'autrui. 1. Par l'intermédiaire de ce livre et des cassettes audio et vidéo. 2. En écoutant s'exprimer la sagesse des uns et la folie des autres. 3. En observant les gagnants et les perdants. Examinons maintenant plus avant chaque de ces points. 78. Les livres et les cassettes. Toutes les personnes de ma connaissance qui ont réussi dans la vie sont d'avis électriques. Elles lisent, or c'est leur priorité qu'elles les pousse à lire. Elles voulont savoir et sont constamment en quête de nouvelles façons de s'épanouir. Voici une chose qu'il est bon de se rappeler, tous les leaders sont des lecteurs. Il faut des livres, mais aujourd'hui une nuit possible d'apprendre grâce au miracle de l'édition électronique. J'attends ici les enregistrements sonores et les vidéocassettes qui consultent. Excellent moyen d'ajouter à ses connaissances. Nombre de gens très occupés se servent de cassettes audio pour apprendre durant des moments qui autrement, comme lorsqu'ils se retrouvent en volant de leur voiture par exemple. Écouter des cassettes est donc un moyen facile d'acquérir des idées nouvelles.
Savez-vous quelle cassette traitant de sujets aussi variés que comment devenir plus fort, plus décidé, un meilleur orateur, un leader plus efficace, un milieu meilleur en seconde, trouver un compagnon de vie, être plus sophistiqué, comment se lancer en affaires et des milliers d'autres sujets utiles et pourtant nombreux sont ceux qui utilisent riches sources de connaissances. Comment expliquer cela? Savez-vous succès en rédiger leur mémoire, mais les gens ne sont pas intéressés à lire pour vous expliquer pourquoi. 79. On est occupé, je suppose, et on se dit c'est que quand on travaille et qu'on rentre tard à la maison, il faut bien manger un peu, regarder la télévision pour relaxer et ensuite se coucher. On peut tout de même pas passer la moitié de la nuit à lire. Et bien sûr on est toujours en retard pour régler ses factures. Certes on est sincère, on a deux corps à l'ouvrage, mais vous savez on peut travailler avec H, on peut sécher toute sa vie durant et risquer tout de même de se retrouver pauvre, confuse, et donc l'embrasse. Il vous faut donc être plus qu'un bon travailleur, vous devez être un bon lecteur. Essayez, vous n'aimez pas lire, vous pouvez tout au moins prendre le temps d'écouter une bonne cassette, alors quand vous rentrez chez vous ne sais pas. Vous n'avez pas à lire des livres ou à écouter des cassettes toute la nuit, bien que ce ne serait pas une mauvaise idée si vous êtes complètement fauché. Je vous demande simplement de vous réserver 30 minutes par jour pour apprendre, c'est tout. À 1 heure mais minute. Un conseil en passant, ne sautez jamais même une seule de ces périodes. On peut sauter un report mais on ne peut pas sauter une période d'apprentissage de 30 minutes. On peut tout se permettre de sauter un repas de temps à autre, mais on ne peut tout simplement pas ignorer une idée ou un exemple inspirant. La Bible n'est que l'ombre de demain et non enseignée que notre esprit et notre âme doivent être nourris de mon or nombreux qui 80.